Bonjour à tous. Donc, moi, je travaille au Conservatoire botanique national du bassin parisien. Je vais vous parler du coup d'un programme qu'on mène depuis plusieurs années sur la connaissance sur les macrophytes des cours d'eau du bassin de la Seine. Donc, avec un petit focus du coup sur la partie bourguignonne de ce programme. Alors moi, je suis botaniste au CBNBP, mais je travaille pas en Bourgogne. J'ai travaillé beaucoup sur le programme, j'ai été à l'initiative du montage du programme, mais je ne saurais pas forcément répondre à des questions spécifiques sur les cours d'eau bourguignons. Par contre, j'ai des collègues qui sont dans la salle qui pourront aussi m'aider à répondre aux questions spécifiquement sur la Bourgogne. Du coup, c'est un programme qu'on a lancé en 2016 pour combler des lacunes de connaissances qu'on avait beaucoup sur les macrophytes, qu'on connaissait très mal parmi les différentes plantes qu'on étudiait. Donc, je ne parlerai pas du tout de la partie Franche-Comté de la région qui ne nous concerne pas. Notre territoire d'agrément concerne les 4 anciennes régions que sont Île-de-France, Centre, Champagne et Bourgogne. Et c'est sur le territoire qui croise celui du bassin Seine-Normandie qu'on a fait cette étude. Donc pour la Bourgogne, ça fait la petite zone que vous voyez en bas à droite. Ça représente à peu près... Donc on a étudié 31 bassins versants sur 8 ans, donc de 2016 à 2023. Vous voyez que sur la Bourgogne, on a tout étudié, tout n'est pas encore finalisé, nos productions ne sont pas encore finalisées, mais on a fini la partie étude de terrain des bassins versants. Donc principalement en Bourgogne, ça concerne 8 bassins versants. Les principaux cours d'eau du bassin Seine-Normandie en Bourgogne, c'est la Seine, l'Yonne, le Loing, le Serein, l'Armançon ou la Cure. Et donc ça représente à peu près 41% de l'ex-région Bourgogne, sachant qu'ensuite les autres bassins versants sur la Bourgogne, c'est le bassin de la Loire que vous avez au sud-ouest et le bassin Rhône-Méditerranée-Corse que vous avez au sud-est. Pourquoi on a voulu lancer ce programme spécifiquement sur la flore et les végétations aquatiques? Parce qu'on avait beaucoup de problèmes de difficultés d'accès au milieu, donc besoin d'un matériel spécifique qu'on n'utilise pas dans des inventaires de flore classiques, donc embarcations, waders, grappins, etc. Une forte plasticité morphologique et des taxons d'identification délicates qu'on connaissait mal, des groupes particulièrement difficiles à étudier aussi dans ces milieux-là. On avait aussi certains partenaires qui étaient fortement intéressés pour avoir des données sur ces milieux-là. Pourquoi? Parce que la flore et les végétations, c'est des bons indicateurs de la qualité physico-chimique des milieux aquatiques en raison de leur immobilité. Ils sont là en permanence, on va dire. Et donc, ils sont au cœur de 2 directives européennes, la directive cadre sur l'eau et la directive Habitat Faune Flore. Il y a un certain nombre d'habitats aquatiques qui sont dans cette directive Habitat Faune Flore, qu'on appelle aussi Natura 2000, et la directive cadre sur l'eau, qui est là pour le bon état écologique des masses d'eau. Donc on va voir par quel indicateur on arrive à cette directive cadre sur l'eau. Donc la première des choses, c'était de délimiter les espèces auxquelles on allait s'intéresser plus particulièrement. Donc sur le bassin Seine-Normandie, on a voulu s'intéresser aux espèces principalement strictement aquatiques et pas forcément aux espèces du bord des eaux pour pouvoir avoir un sujet d'étude plus restreint. Donc, par contre, on étudie aussi bien les plantes vasculaires plus classiques dont on a l'habitude. Donc ça représente 77 espèces. Mais on s'est aussi intéressé aux mousses et aux hépatiques, donc les bryophytes. Il y a 32 espèces aquatiques, principalement en cours d'eau. Et les algues et les lichens. Parmi les algues et les lichens, on ne s'est pas intéressé à toutes les algues, on s'est intéressé uniquement à celles qui sont dites macrophytes, déterminables à l'œil nu. Donc c'est principalement des caracées et une ou deux autres algues qui sont assez facilement déterminables de manière macroscopique. Et parallèlement, en plus de la flore, on s'est aussi intéressé aux végétations. Donc là, on s'est intéressé à 86 associations végétales.
Et je reprécise aussi sur les algues et les lichens. Parmi les lichens, on s'est intéressé qu'à une ou deux espèces qui étaient strictement aquatiques de lichens. C'est aussi un groupe méconnu. Dans nos bases de données, ça représentait que 0,4% des données flore du territoire d'étude. Et c'est un groupe qui, paradoxalement aussi, est menacé. 42% des plantes vasculaires sont classées en liste rouge régionale. Et en plus de ça, on a beaucoup d'espèces qui sont considérées dans les listes rouges comme data deficient, en manque de données. Donc on n'a pas pu les évaluer pour les listes rouges. Et ça, c'était aussi important dans le cadre de ce programme, c'était de pouvoir mieux évaluer les enjeux pour les espèces qu'on connaissait mal. Parce qu'on suspectait que certaines espèces méritaient sans doute d'être en liste rouge ou d'avoir des statuts de protection qu'elles n'avaient pas à l'heure actuelle. Donc les objectifs du programme, c'était d'inventorier tous les types de masses d'eau du bassin versant. Je ferai un focus uniquement sur les cours d'eau, mais on a bien étudié aussi bien les cours d'eau que les masses d'eau stagnantes, donc les bras morts, les lacs, les étangs, les mares, etc. On avait aussi pour objectif de centraliser, compiler et valider toutes les données existantes, parce qu'il y avait énormément de données qui existaient dans les bases de données, notamment de l'agence de l'eau ou des DREAL, via donc les IBMR qui sont les indices biologiques macrophytiques en rivière, les IBML qui sont les mêmes mais en lac, les données de bureau d'études, qui étaient éparpillées partout et pas centralisées en base de données. Donc notre but, c'était aussi de récupérer toutes ces données-là pour pouvoir avoir un jeu de données suffisamment conséquent sur les plantes aquatiques. Améliorer la connaissance taxonomique et spatiale de la flore et des végétations aquatiques, sur notamment ces groupes mal connus. Et améliorer les outils de bioévaluation des écosystèmes aquatiques et ainsi répondre aux objectifs de la DCE. La méthodologie de prospection, donc on avait deux choses différentes. De la prospection d'inventaire général où on travaillait par maille en ciblant sur des secteurs pauvres en données ou des secteurs où on avait repéré qu'il y avait potentiellement des enjeux de retourner prospecter plus profondément ces secteurs. Et un protocole spécifique sur les cours d'eau, qui sont donc les indices biologiques macrophytiques en rivière, qui permettent d'évaluer les niveaux trophiques des cours d'eau. C'est un protocole national, défini de manière homogène et qui donne des notes à chaque fois sur les stations inventoriées. On a fait ces relevés d'IBMR en complément du réseau actuel. Donc il y a déjà un certain nombre de stations avec des relevés IBMR sur l'ensemble des cours d'eau du bassin Seine-Normandie et de Bourgogne. Et on est venu compléter ce réseau pour essayer d'avoir un ensemble homogène sur chaque bassin versant, en travaillant à chaque fois du coup, sur chaque bassin versant. Là, on a l'exemple sur le bassin de l'Armançon. Donc au niveau des résultats, on a eu une forte amélioration. Le programme n'est pas encore tout à fait fini, mais à l'heure actuelle, on a déjà une forte amélioration quantitative du jeu de données depuis 2016 sur l'ensemble du bassin de la Seine-Normandie. Donc rien que pour la flore, on a plus 160% de données, pour les végétations plus 103%. Là, on a une carte de répartition du jeu de données à l'époque, avant que le programme commence. Donc globalement, à partir de ce que vous voyez qui commence à être en vert, c'est là où on commence à avoir des données. Donc par exemple, en Bourgogne, on avait encore très très peu de quantité de données sur les plantes aquatiques, sur l'ensemble des mailles bourguignonnes du bassin Seine-Normandie. Et spécifiquement sur les cours d'eau en Bourgogne, donc sur la Bourgogne, on a 70% des données qui sont arrivées en cours d'eau, 30% sur les plans d'eau. On a plus de 10 000 données aujourd'hui dans nos bases sur les plantes aquatiques qui nous permettent de pouvoir avoir des informations consolidées sur ces plantes. Ça représente pour les cours d'eau 54% d'espèces vasculaires, 35% de bryophytes, 11% d'algues. Et on peut voir que le programme sur les macrophytes mené depuis 2016 nous a permis d'apporter plus de 50% des données à nos jeux de données. Amélioration qualitative aussi du jeu de données qui nous a permis de corriger beaucoup de données, notamment dans les données qui arrivaient des bureaux d'études, des IBMR, etc., pour faire de la validation des données derrière. Amélioration importante des connaissances sur les groupes difficiles. Donc ces groupes difficiles, c'est notamment des espèces, le genre calitriche, les renoncules aquatiques, les potamophiliformes, les caracées, tous ces groupes-là qui étaient des groupes méconnus. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de données consolidées sur toutes ces espèces pour pouvoir savoir si c'est des espèces
menacées, rares, indicatrices aussi, indicatrices de qualité des cours d'eau, de trophies, etc., etc., d'oxygénation des eaux. Et une amélioration aussi de la détection des taxons en cours d'eau. Ça nous a permis d'améliorer nos connaissances sur la phénologie, sur l'écologie, sur la plasticité morphologique de beaucoup d'espèces qui, en cours d'eau, présentent de fortes similitudes. Donc, notamment, beaucoup d'espèces présentent des feuilles rubanées en cours d'eau. Et beaucoup de botanistes ne savaient pas forcément les reconnaître. Donc, on a amélioré aussi nos compétences là-dessus. Donc on a fait pas mal de découvertes floristiques sur les cours d'eau en Bourgogne, donc notamment dans les potamos qui sont des espèces qui a un genre spécifique des cours d'eau. Donc par exemple voilà une espèce en danger critique qui est le potamo à feuilles mucronées ou le potamo à feuilles aiguës qu'on connaissait très peu en Bourgogne, sur lesquels on a des nouvelles données qui sont arrivées. Donc ça c'est pour la partie espèces menacées. Mais parallèlement, on a aussi des espèces exotiques, donc potentiellement invasives, qu'on a commencé, sur lesquels on a aussi travaillé. Les enjeux ils étaient aussi bien sur les menaces et les secteurs intéressants que sur les secteurs où il y avait des espèces invasives. Donc une espèce qui est en train de fortement arriver, c'est le myriophile hétérophile, qui est une espèce originaire d'Amérique du Nord, dont on parle beaucoup sur le nord-est de la France, notamment sur les canaux, mais qui arrive aussi en cours d'eau. Donc en Bourgogne, on l'a notamment fortement sur le canal de Bourgogne, mais il arrive aussi sur certains cours d'eau. C'est le cas par exemple sur l'Armançon, et potentiellement il est déjà bien plus présent. Pour vous montrer une carte de répartition, ça c'est ce que VNF, Voies navigables de France, avait inventorié en 2019, fin 2019, sur les canaux à cheval Bourgogne-Franche-Comté. Nous, déjà depuis, vous voyez les cercles, c'est les secteurs où on a pu l'inventorier, notamment sur le nord de l'Armançon vers Tonnerre. Mais les collègues du CBN Franche-Comté ont fait pareil côté Doubs et Loups. Ils se sont rendus compte que sur le Doubs, ils en avaient déjà partout. Depuis 3 ans, en fait, cette carte-là, on pourrait déjà fortement l'actualiser. Pour ce qu'on appelle les cryptogames, les espèces inférieures, donc les bryophytes, on a fait beaucoup de connaissances sur un genre aquatique qui est le genre Synclidotus, donc une espèce Synclidotus aquaticus par exemple, qui n'était plus connue en Bourgogne de longue date, qui a été retrouvée sur des têtes de ruisseaux du bassin de la Seine en Côte d'Or. Une autre espèce qui était très méconnue, Synclidotus danubicus, qui, elle, a été trouvée pour un nouveau département, mais qui a carrément été trouvée sur énormément de stations, vu qu'on a maintenant plus de 150 observations sur cette espèce sur le bassin de la Seine en Bourgogne, dont 130 depuis 2016, depuis que le programme a commencé. Pareil aussi sur des lichens, donc Dermatocarpon luridum, qui est une espèce spécifique des têtes de bassin, de ruisseaux du Morvan, en contexte encore très oligotrophe et acide. Au niveau des résultats sur les IBMR, donc voilà à peu près le jeu de données aujourd'hui qu'on a sur les IBMR sur le bassin Seine en Bourgogne. Donc les points noirs, c'est toutes les données qui étaient issues, qu'on a compilées de bureaux d'études, de DREAL ou de l'agence de l'eau, qui étaient dans les bases de l'agence de l'eau notamment. Et en rouge, c'est ce qu'on a complété de la part du CBNBP, pour essayer d'avoir un réseau le plus homogène possible. Et au niveau des résultats, donc, vous voyez, c'est des notes qui sont données. Les notes qui vont de niveau trophique considéré comme très faible en bleu à niveau trophique très élevé en rouge. Donc très élevé, c'est ce qu'on dit eutrophe, fortement eutrophisé ou pollué. Donc vous voyez en tête de bassin sur le Morvan au sud les meilleures notes. Les points verts ou les points bleus sont quasiment tous sur le Morvan, un petit peu sur le Châtillonnais à l'est. Et puis au contraire, les points rouges et les niveaux les plus dégradés sont plutôt sur le secteur nord-ouest, plus on va vers l'aval. Alors il faut savoir que ces notes-là, on leur donne une interprétation de trophie, c'est ce qui est dans le protocole national. Nous, on s'est beaucoup rendu compte que en fait, c'est pas forcément que la trophie que ça interprète, ces notes-là, c'est que ça interprète aussi beaucoup l'oxygénation des cours d'eau. C'est que des fois, on a des notes qui sont réélevées alors qu'on a le même niveau de trophie entre 2 points, entre 2 cours d'eau.
La note est réélevée parce que le cours d'eau est mieux oxygéné, il est beaucoup plus courant que le précédent. Identification des enjeux, donc on sort des cartes aussi par bassin versant, par unité hydrographique, de tous les secteurs d'intérêt qui peuvent ressortir. Donc là, c'est l'exemple sur l'Armançon, au niveau des espèces et des végétations patrimoniales qui ont pu être inventoriées par bassin versant. Et puis voilà, tout ce qu'on peut produire est disponible sur le site de l'Agence de l'eau. Donc on a produit un gros rapport méthodologique sur le programme et tous les résultats par bassin versant sont disponibles, disponibles pour tous sur le site de l'Agence de l'eau, avec les résultats par jeu de données, les connaissances sur les différents groupes taxonomiques, les secteurs à enjeu et la qualité des cours d'eau. Merci à tous. Alors, on a quelques questions. J'en aurais une pour commencer. Est-ce que les niveaux trophiques que vous mesurez sur le canal de Bourgogne sont plus forts ou plus faibles que ceux des rivières de la même vallée? On ne fait pas sur canal. On fait que en rivière les IBMR. Ah, vous avez cité le canal de Bourgogne tout à l'heure. Alors, j'ai cité le canal de Bourgogne parce qu'on fait des inventaires généraux sur toutes les masses d'eau, mais on ne fait pas des évaluations de niveau trophique en dehors des cours d'eau. Il n'y a pas de protocole pour les canaux. Il y a des protocoles pour les lacs, ce qu'on appelle les IBML, que nous, on n'a pas fait parce que c'est des protocoles assez lourds, que les bureaux d'études font encore sur quelques lacs de Bourgogne. Mais sur les canaux, il n'y a pas de protocole. On n'a pas spécifiquement fait de protocole. Après, sur les espèces qu'on inventorie sur les canaux, globalement, on a des espèces de milieu principalement eutrophes. Ok, merci. Mais ce qui n'empêche pas, la trophie n'empêche, ce que je n'ai pas précisé, c'est que la trophie n'empêche pas la biodiversité. C'est-à-dire que c'est très riche en milieu eutrophe quand même, et notamment en canal. Un canal bien géré, pas trop nettoyé, on va dire, on trouve souvent une diversité floristique très importante. Ma question venait de l'observation du canal de Bourgogne côté Seine, le long de l'Ouche vers Dijon. Finalement, il semble assez propre, même stagnant. Et si on regarde bien, il n'est alimenté finalement que par des eaux propres qui viennent des réservoirs qui sont dans l'Auxois. Alors que l'Ouche, la rivière voisine, reçoit les résidus de l'agriculture, des villages, etc. Donc les alimentations, les sources possibles d'eutrophisation sont différentes entre le canal et la rivière qui est le long. Voilà, une question. Alors, après, sur l'expression même des plantes dans les eaux, nous on se rend compte que, j'ai parlé de l'oxygénation tout à l'heure, qui était un phénomène important en rivière. Il y a plusieurs autres facteurs. Donc il y a la lumière, qui est très importante pour savoir si les plantes s'expriment. On peut avoir des cours d'eau de très bonne qualité, mais avec une ripisylve tout du long et un cours d'eau assez étroit. Et là, il y aura très peu de plantes qui vont s'exprimer, uniquement des bryophytes en général. Il va y avoir la sédimentation, l'envasement qui va être très important, et il va y avoir la turbidité. Plus les eaux sont claires, notamment en canal, plus les eaux sont claires, plus ça permettra à un cortège de plantes diversifiées de s'exprimer. Plus les eaux sont turbides, plus il y a une sédimentation importante ou des remous, moins il y aura de plantes qui s'exprimeront. Bon, en plus de ça, il y a la gestion. Hein. En canal, il y a encore du faucardage. En rivière, on se rend compte qu'il y a alors, je ne vais pas parler sur la Bourgogne spécifiquement, mais globalement, depuis qu'on travaille sur ce programme, on a trouvé beaucoup d'espèces, beaucoup de nouvelles stations. Il y a deux facteurs qui sont une méconnaissance et sans doute un retour des plantes dans pas mal de cours d'eau, parce qu'il n'y a plus de faucardage sur beaucoup de cours d'eau. Il y a un abandon de gestion intensive sur pas mal de cours d'eau. Et l'abandon de ces faucardages a fait revenir pas mal d'espèces. Il y a une espèce assez emblématique qu'on n'a pas en Bourgogne, mais qu'on a sur les autres régions, dont on trouve beaucoup de stations, qui est le Nantes des rivières. Et on suspecte que le Nantes des rivières est en train de recoloniser suite à l'abandon des faucardages sur beaucoup de cours d'eau. Ouais, j'ai une question sur le myriophile hétérophile. Donc on voit beaucoup là se développer dans les canaux, et dans la présentation, vous avez dit qu'il avait été trouvé dans le canal.
dans l'Armançon, en rivière. Et je voulais savoir si on avait des idées de projection de ce que ça peut donner en cours d'eau. Enfin, en gros, est-ce qu'il va se passer la même chose que dans le canal, comme on a pu voir sur la Jussie, par exemple, ou on ne sait pas. En tout cas, il y a déjà pas mal de cours d'eau qui sont fortement colonisés. Donc c'est le cas de la Seine, c'est le cas du Doubs, c'est le cas sur la Saône aussi, je crois. Maintenant, en rivière, c'est pas, le profil n'est pas le même, c'est pas homogène comme dans un canal avec une profondeur toujours la même. Donc le myriophile, il va sans doute coloniser que les parties qui lui sont favorables, ni trop profondes, ni trop peu profondes. Pour trouver sa niche. Maintenant, comme la Jussie, je ne saurais pas dire si en rivière ça va faire pareil. Il y en a qui ont sans doute plus étudié la chose que moi, qui sauraient peut-être dire. Pour l'instant, je ne saurais dire. Surtout que la Jussie est pas spécialement arrivée par les canaux. Enfin, c'est pas le milieu qu'elle a colonisé énormément favorablement. Je pense que ce qui lui plaît au myriophile, c'est d'avoir une hauteur d'eau à peu près constante, ce qui lui a beaucoup plu dans les canaux. Et dans les cours d'eau, il y en a plein où ça ne va pas forcément être le cas. Et il va se développer, oui, mais sans doute pas à devenir omniprésent en cours d'eau, comme peut parfois l'être la Jussie sur les bords de la Loire, par exemple, ou de cours d'eau comme ça.